Quand je dis que les problèmes hormonaux n'existent pas, je ne viens évidemment pas nier la souffrance très réelle de beaucoup de personnes, majoritairement des femmes, confrontées à des déséquilibres hormonaux. La majorité des personnes venant me consulter rentrent dans cette catégorie. Si j'emploie cette phrase un petit peu provocatrice, c'est pour attirer votre attention vers une question trop rarement posée, à savoir, et si les hormones étaient le signal, pas le problème? Des termes comme SPM, aménorrhée, SOPK, endométriose, hypothyroïdie semblent parfois être des verdicts médicaux, verdicts qu'on ne comprend pas toujours mais qui mettent fin à la quête de sens. On a nommé ce qui ne va pas, reste à traiter. Mais il est important de comprendre que diagnostiquer ne veut pas dire comprendre et traiter n'est pas toujours soigner. Ce que je vous propose dans cette vidéo, ce n'est pas de remettre en question les traitements médicaux que seul un médecin peut recommander, c'est plutôt de compléter cette approche en posant une question plus profonde, à savoir pourquoi mes hormones sont-elles déséquilibrées? Je prendrai quelques exemples concrets, mais ce qui compte, c'est le raisonnement derrière. Raisonnement qui, selon moi, est ce qui va vous mener vers une solution durable. Une première chose à intégrer, c'est que le corps ne fait rien au hasard. Les hormones sont des messagers. Elles s'adaptent à ce que le corps perçoit comme la réalité du moment. Si elles sont déséquilibrées, c'est que quelque chose, quelque part, signale au corps qu'il est en danger. Car le corps a une seule priorité, la survie. Donc si ces messagers, les hormones changent, ce n'est pas une erreur, c'est une stratégie. Et ça veut aussi dire qu'il n'y a jamais une seule hormone qui va mal, c'est une symphonie, tout est connecté. Prenons un exemple, les œstrogènes. On est aujourd'hui exposé à plein de substances qui imitent les œstrogènes dans le corps, ce qu'on appelle des xénoœstrogènes, comme les plastiques, les pesticides, certains cosmétiques. Le problème, c'est que le corps ne sait pas bien s'en débarrasser. Et si le foie est surchargé ou que le transit est lent, ces œstrogènes sont réabsorbés au lieu d'être éliminés. Pour que le foie fasse son travail, il a besoin de certaines ressources, comme du zinc, du sélénium, des vitamines du groupe B, autant de nutriments qui se font de plus en plus rares dans notre alimentation moderne. Ce n'est donc pas juste un excès d'œstrogènes, c'est souvent une question de foie débordé, de transit ralenti et d'alimentation carencée. Deuxième exemple, la progestérone. Elle partage un précurseur avec le cortisol, qu'on appelle la prégnénolone. C'est-à-dire que le cortisol et la progestérone ont un ancêtre commun. Donc plus le corps fabrique de cortisol, ce qu'on appelle l'hormone du stress, moins il lui reste de matière pour produire de la progestérone. C'est un fait qui est bien connu en endocrinologie. Imaginez que le corps ait un quota d'énergie limité par jour, un peu comme un réservoir. Si tout part pour gérer le stress, il n'en reste plus pour gérer l'équilibre hormonal. Et on sait qu'un manque de progestérone par rapport aux œstrogènes est à l'origine de beaucoup de troubles menstruels. Encore une fois, le corps ne se trompe pas, il choisit ce qu'il juge prioritaire. Mais du coup, pourquoi autant de cortisol? Parce que notre mode de vie moderne ressemble à un générateur de stress chronique, avec le fait d'être tout le temps speed, avec la quantité de lumière artificielle, avec potentiellement l'excès de sport ou la sédentarité dans l'extrême inverse, avec une alimentation qui fait grimper puis chuter la glycémie, etc., etc. Face à tout ça, le corps se met en mode survie. Il donne la priorité au cortisol et laisse les hormones sexuelles de côté. Ce n'est pas une erreur du corps, c'est une stratégie d'adaptation. Il y a un autre acteur important ici, à savoir l'insuline. Quand la glycémie fait le yo-yo, que ce soit à cause d'un excès de sucre, des carences alimentaires, du stress chronique, de la sédentarité, on peut développer ce qu'on appelle une résistance à l'insuline. Et ça, c'est une porte d'entrée vers le SOPK, vers des troubles menstruels, vers une inflammation chronique et même parfois une prise de poids inexpliquée. Si ça vous parle, je vous renvoie vers mes vidéos sur la leptine et sur le sucre que je vous mets en description. Parlons rapidement d'alimentation. La première chose à savoir est qu'il n'y a pas d'hormones sans cholestérol. Plus précisément, toutes les hormones stéroïdiennes comme la testostérone, la progestérone, le cortisol, les œstrogènes sont fabriquées à partir de cholestérol. Et ce cholestérol, bien que notre foie en produise régulièrement, on le retrouve dans certains aliments que nos ancêtres consommaient régulièrement, comme du foie, des œufs, du beurre, de la moelle osseuse, etc. Aujourd'hui, ces aliments ont été remplacés par du light, du transformé, choses qui ne nourrissent pas vraiment. Et en plus, comme j'en ai déjà parlé par le passé, un corps stressé ne digère pas bien. Donc si c'est le cas, même si on mange bien, on n'assimile pas. Car nourrir le corps, ce n'est pas juste avaler des nutriments,
encore faut-il s'assurer qu'ils puissent les digérer. Une petite parenthèse pour les femmes qui souffrent de troubles menstruels ou qui vivent mal leur ménopause. Il serait réducteur de penser que tout se joue au niveau physique. Il existe une mémoire collective, émotionnelle, voire même énergétique, qui est transmise de génération en génération. Des siècles d'injustices et de violentes faites aux femmes laissent leurs traces dans le corps. On peut parler de toute cette colère qui est retenue et qui affecte le foie, qui est l'organe de la menstruation en médecine traditionnelle chinoise, ou bien une méfiance profonde envers le masculin qui entretient un stress de fond permanent, ou encore un rejet inconscient du féminin, souvent hérité, pouvant se manifester dans les organes associés à la féminité. Je ne dis pas que c'est la cause, mais je pense que ce sont des pistes qui méritent d'être regardées avec douceur. Alors, que faire pour équilibrer mes hormones? J'ai peut-être l'air simpliste, mais pour moi, on en revient toujours aux fondamentaux, les choses dont je parle dans d'autres vidéos. Dormir en rythme avec la lumière, manger de vrais aliments, se mouvoir quotidiennement, s'hydrater correctement, apaiser son système nerveux comme un bébé qui pleure, écouter ses émotions au lieu de les fuir, etc. Car les hormones s'équilibrent quand on se sent en sécurité. Sinon, elles sonnent l'alarme et c'est précisément ce qu'on appelle un déséquilibre hormonal. Bien sûr, chaque situation est unique et certaines pathologies demandent un suivi médical rigoureux. Mais ce que je veux vous transmettre ici, c'est qu'il y a souvent un terrain plus vaste à explorer et que vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez.